Bonjour mes chers amis, voici la deuxième vidéo concernant la philosophie de la liberté. Et à ce sujet, je voudrais déjà vous remercier ceux qui ont regardé la vidéo et qui m'ont laissé des commentaires, d'ailleurs sur Facebook, qui sont très éclairants, notamment au sujet de la technique. Alors je vais rappeler brièvement l'historique de ce projet. C'est un projet en fait que j'ai depuis plus d'un an de m'attaquer à la philosophie de la liberté, de réunir des gens pour former une sorte de petite communauté d'études et passer le livre en revue. Il se fait que à chaque fois, si vous voulez, je me suis découragé, je me suis dit non, dans quoi je me lance encore, enfin non, faut arrêter, arrête, je suis bien chez moi, il y a des livres, il y a la philosophie de la liberté, j'ai de quoi noter, je suis heureux, j'ai un jardin, je peins, j'écris, je fais de la musique, etc., etc. Mais à chaque fois, l'idée revenait. Jusqu'à ce que finalement, hier, encore en peignoir d'ailleurs, pour ceux qui l'ont remarqué, en me levant, si vous voulez, l'intuition m'est venue et si vous examinez votre propre vie, vous verrez que le matin, très tôt au réveil, on a des intuitions qui parfois sont les plus profondes et les plus décisives. On se lève et on dit cette fois-ci, ça y est, je me lance, je le fais. Et je me suis mis devant mon ordinateur et j'ai commencé à enregistrer. J'ai l'habitude d'enregistrer, je connais le matériel, j'ai les logiciels, les programmes qu'il faut, j'ai des webcams et j'ai commencé donc mes enregistrements. Il se fait malheureusement que devant en même temps m'occuper des questions techniques que ça suppose et en même temps garder le fil de mes idées parce qu'en partie moi je suis un improvisateur donc j'ai des notes, je les rassemble et puis j'improvise, je parle sur le sujet. Bien sûr quand on sera au cœur du sujet j'irai plus vers des notes, vers des schémas pour être suffisamment clair. Mais donc, je me suis retrouvé en face de ces problèmes techniques de lumière qui changeaient constamment dans le salon où je suis. C'est-à-dire que si un nuage gris, la nature nous est parfaitement indifférente. Euh, Enfin, la nature, la nature, la nature, l'indifférence de la nature à notre égard, je voulais dire. C'est évident. Un nuage passe, la lumière change et voilà. On se retrouve quasiment dans le noir dans le salon à 8-9 heures du matin. Ces problèmes, je vais les aborder un à un et je vais les résoudre. D'ailleurs, je suppose que vous l'aurez remarqué, la lumière est déjà bien meilleure. Donc il y a une série de problèmes techniques, de logiciels, de montage, de transcodage des vidéos, puis il faut poster les vidéos. Tout ça en soi, c'est déjà un travail à part entière. La deuxième chose, c'est le silence. Lorsqu'on est en conversation avec quelqu'un dans la vie courante, quelqu'un est assis en face de vous, ou on est à plusieurs autour de la table, le silence en général marque une pause dans la conversation, on se regarde, on parle avec des gestes, on a le regard des autres. Tandis que lorsqu'on enregistre une vidéo soi-même à la maison, et qu'en plus il s'agit de parler de la philosophie de la liberté, on se retrouve étrangement seul, et je dirais même tout à fait seul. Et on a tendance à masquer les silences, parce que le silence dans une vidéo est plutôt synonyme de mal à l'aise, de mal-être, d'interrogation presque insondable. Il a perdu le fil de son discours. À notre époque, les gens dans les vidéos parlent rapidement. En fait, ils n'arrêtent pas de parler.
Et le silence ne trouve plus sa place dans le discours. Or, étudier la philosophie de la liberté, c'est toutes les deux phrases se donner 30 secondes, une minute ou même plus de silence, de réflexion, de contemplation, de méditation, appelez ça comme vous voulez. Donc moi-même, je vais redevenir adepte du silence et j'espère que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il vaut mieux aller lentement et sûrement que se précipiter dans un discours bien rodé, mais finalement où personne ne comprend rien à rien. Et c'est pour ça que je voulais faire cette petite incise autour du silence. Nous sommes toujours dans l'introduction à la philosophie de la liberté. Alors, je vous ai apporté un peu de nourriture. En dessous de la vidéo, vous trouverez deux liens dans YouTube. Peut-être que je les posterai aussi sur Facebook. Deux liens qui pointent vers mon site internet et sur lequel vous pouvez télécharger une version gratuite de la philosophie de la liberté, qui est une très bonne version à mon sens. La voici. Et vous pourrez télécharger aussi une série de 6 ou 7 images, je crois qu'il y en a 7, qui représentent en fait une chronologie des philosophes de l'Antiquité, en passant par le Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle, avec simplement leur date de naissance, date de mort. Donc ce sont des points de repère pour en arriver à 1894, qui est la date de parution de la première édition de la philosophie de la liberté. 93 ou 94, je ne sais plus exactement. Donc télécharger ces images, cette chronologie, elle va nous servir. Je dis ça pour les gens qui n'ont pas l'habitude de la philosophie et qui ont difficile à situer Spinoza ou Kant ou Hegel. Pardon. Grâce à ces images, vous pourrez mieux vous situer. Donc, ça se trouve là en dessous sur YouTube. Cliquez sur le lien, n'ayez pas peur, il n'y a pas de virus. Allez-y, merci, attention, je continue. Je vais vous demander de réfléchir à ceci comme préambule à l'étude proprement dite. D'après Rudolf Steiner et d'après les historiens aussi, d'une certaine façon, dans la plus lointaine Antiquité, les hommes, les mythes nous le montrent, les récits les plus anciens nous le montrent aussi, étaient guidés dans leurs actions par la présence constante des dieux à leur côté. Toute une série de dieux qui guidaient et donnaient sens aux actions des êtres humains. On était donc dans le règne de la croyance. On ne se levait pas le matin en se disant « Tiens, je vais faire telle ou telle chose de ma vie ». C'étaient les dieux et les prêtres qui étaient en rapport avec les dieux, les initiés, qui décidaient des actions humaines et des peuples. Évidemment, ce qu'on remarque, c'est que cette situation a évolué. Bientôt, cette influence des dieux, qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, ça a peu d'importance ici, affaiblie. Les hommes se sont retrouvés face à des guides, à des prêtres, à qui l'on demandait « Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?» Et le prêtre répondit « Ben voilà, j'ai été dans le sanctuaire et Dieu m'a dit que tu devais faire ça, ça, ça et ça. » Et ces intermédiaires
ont occupé une place en plus importante. Au Moyen Âge encore, la chrétienté, si je prends l'exemple de la chrétienté, les curés, les évêques, les conseillers spirituels de cet ordre-là, étaient censés détenir la vérité que Dieu leur transmettait ou que pouvaient interpréter dans les livres sacrés, et donc les actions des hommes étaient encore fortement ancrées dans la croyance. Et c'est qu'aux environs de la Renaissance, on va dire 15e, 16e siècle, que lorsque la science et les techniques ont commencé à se développer, que l'homme a commencé à chercher en lui-même les raisons de ses propres actions. Et on est progressivement passé de l'ère des croyances à l'ère de la connaissance proprement dite. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, ce n'est plus croire en une chose qu'il faut faire, mais essayer de la comprendre, de la connaître. Et au plus, cette connaissance est personnelle, intérieure et vient des profondeurs de l'individu, au plus elle prend de consistance et disons de substantialité. Alors pour moi, je situe l'avènement du livre de la philosophie de la liberté comme la floraison d'une plante. Je m'explique. Si on prend toute l'évolution de l'histoire humaine comme l'évolution de la pensée humaine, avec ses philosophes, ses penseurs, ses scientifiques, etc., on peut les voir comme une tige sous laquelle poussent des feuilles et qui se développent au fur et à mesure. Et l'image qui m'est venue l'autre fois, c'est que quand vous regardez la philosophie de la liberté, où elle se situe, et quand vous l'aurez étudiée, vous verrez que c'est une véritable floraison de la pensée humaine. Elle devait aboutir, cette pensée humaine, à la naissance de la philosophie de la liberté, comme une fleur naît dans la plante. Et nous, ayant étudié la philosophie de la liberté, en quelque sorte, elle a déposé en nous une graine, une toute petite graine, et c'est à nous de la faire germer. Donc la lecture et l'étude de la philosophie de la liberté est amenée à nous transformer, à faire naître en nous un autre homme qui est comme une graine, comme une semence. Elle est un terreau pour cette graine, et c'est à nous de la faire germer. C'est sur cette pensée-là que je vais terminer la vidéo. J'espère que techniquement c'est déjà mieux. Je vois qu'elle a duré peut-être 10 minutes, un quart d'heure. On reste en contact. Je prépare ardemment l'introduction à la philosophie de la liberté, et je vous prépare aussi une surprise. Car en fait, il existe une traduction. Il semblerait, on dit que c'est la rumeur, qu'il existe une traduction anglaise de la philosophie de la liberté qui a été faite tout à fait à l'origine, à l'époque où Steiner était encore vivant, et c'est la seule que lui a cautionnée. Je vous lirai 2-3 petits textes à ce sujet, mais ce qui est très important,
c'est que dans cette version de la philosophie de la liberté, il y a un chapitre qui manque dans toutes les autres versions depuis lors et qui s'appelle le but de la connaissance. Pourquoi ce chapitre a été supprimé, on ne le sait pas très bien, mais ça c'est une autre histoire. Je suis occupé à en faire une traduction française, essayons en tout cas d'en retenir l'essentiel. Je vous tiens au courant. La prochaine vidéo, on entre dans le vif du sujet, on entre dans l'introduction du livre, dans l'introduction de la philosophie de la liberté. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Pensez à la petite graine, à la fleur, à la floraison. Soyez heureux, mes chers amis.